Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct a le grand plaisir d'accueillir ce matin Mehdi Benaïssa, producteur, expert en audiovisuel et ancien directeur de KBC. Mehdi Benaïssa, bonjour. Bonjour. Alors, Mehdi Benaïssa, on te reçoit, pas au titre, parce qu'on reçoit beaucoup à Radio M des ex-détenus. Mais c'est pas à ce titre qu'on te reçoit. Alors voilà, c'est remarqué par le. Vaut mieux en rire. Vaut mieux en rire. On te reçoit parce que l'actualité, malheureusement, de la filière de l'industrie, de l'image en Algérie, de l'audiovisuel et de la télévision, a été endeuillée il y a quelques jours par la mort de Youssef Goussin, producteur de GoFilm, donc cofondateur de GoFilm, qui s'était immolé, qui est mort des suites de ses blessures parce qu'il essayait de recouvrer une créance qu'il détenait sur le groupe ZRTV. Ça nous a énormément interpellés et on s'est posé la question de savoir c'est quoi cet écosystème de la production télévisuelle en Algérie qui en arrive à ces extrémités-là. Et donc, pour en parler, qui mieux que Mehdi Benaïssa qui a le regard de la production et de l'industrie de la télévision dans le monde et qui a tenté donc cette aventure en Algérie, dans son pays. Une télévision par satellite, Mehdi Benaïssa, ça coûte combien? C'est quel type de projet? Ça coûte un peu d'argent, mais son apport est inestimable pour la société où elle opère. Donc on va parler maintenant de ce que ça coûte. Tout d'abord, j'aimerais dire Allah yarham Youssef, notre ami. Ceci nous a beaucoup attristés, mais comme d'habitude, nous sommes toujours émus. Mais quand on regarde ce qui reste des lois, ou des lois qu'on incite, on ne trouve rien, c'est pauvre. La détresse de Youssef reflète d'abord la pauvreté de notre réflexion sur le secteur et de nos faits. Toi qui parlais des prisonniers, je vais te dire une chose. Mon fait d'armes, ce n'est pas la prison. Il ne sera jamais. Tout ce que je veux qu'on retienne, c'est ce qu'on fait dans son métier, dans sa profession. C'est cette trace-là que je veux laisser. Le nombre de jours que j'ai passé en prison, ou que je passerai peut-être en prison, ne compte pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans sa trace? En Algérie, on a du mal, il me semble, quand on est un producteur exigeant, quand on est un professionnel exigeant, à exister dans le monde de l'audiovisuel, parce qu'il y a une norme qui a été donnée par des télévisions plutôt grand public, avec peut-être un cahier des charges différent. Je pense notamment à Nahar qui a donné la tonalité ces dernières années. Alors, une télévision, ça coûte pas mal d'argent, au point où on ne peut pas payer ces programmes. L'achat de programmes, est-ce que c'est le poste le plus important? Pour partir encore de cette affaire-là de ZRTV, l'achat de programmes d'une télévision, est-ce que c'est le poste de dépense le plus important? Alors, dans la vie de tous les jours, vous ne consommez pas plus, vous n'achetez pas plus que ce que vous ne pouvez payer. Très bien. Notre problème, nous, c'est qu'on a fait des télévisions sans une réflexion de fond. Les opérateurs de télévision se sont improvisés patrons de télévision. Et donc, il y a eu une course au meilleur programme et à l'audience. Ils ont oublié ce que cette économie pouvait réellement attirer comme ressources. Et donc, aujourd'hui, il y a un décrochage entre le coût des grilles et ce que la publicité apporte. Pourquoi? Il faut comprendre une chose. L'économie de la télévision est une économie immatérielle. C'est peut-être l'une des premières en Algérie. Déjà, on a du mal avec l'économie matérielle bien solide, c'est-à-dire à ramener un bien, fabriquer un bien, lui affecter sa taxe. Aujourd'hui, je peux acheter une voiture de l'étranger, je paye des douanes, des TVA, tout le monde est d'accord, j'ai une puissance fiscale, tatati, c'est bon, on est d'accord. Mais je ne peux pas acheter un brevet, par exemple. Une Mercedes ou une voiture perd de la valeur du jour où elle sort de l'usine. Un brevet, il peut en gagner. Il peut me faire une usine, me faire créer des emplois. Mais tu dis non, c'est de la, comment on appelle ça, de la fuite de capitaux. Donc il y a plusieurs problèmes en amont. D'abord, la confiance. C'est d'abord un problème de confiance en nous-mêmes. L'économie immatérielle, c'est-à-dire celle des contenus culturels comme ça, c'est d'abord basé sur la confiance et donc sur les lois. Une télévision... Donc la confiance, c'est ce qui a manqué dans la transaction ZRTV. La confiance, c'est que GoFilm, on n'a pas... GoFilm, parce que c'est immatériel. Pas ça, attention. Parce que c'est à ça que je vous ai renvoyé dans l'analyse. GoFilm a été victime d'une tension forte.
Ça veut dire que voilà, c'est un cri d'alarme. Je ne voudrais pas rentrer dans cette considération que je voudrais laisser à la famille. Mais en tant que professionnel, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous êtes producteur d'un contenu audiovisuel, il a une valeur de 10. Il a été fait pour cette chaîne-là, donc il ne peut pas être vendu à un autre dans la plupart des cas. Quand cette chaîne le diffuse, ton produit est mort. Il ne vaut même pas 1 ensuite. Donc, dès la diffusion, vous êtes en attente du paiement. S'il ne vient pas, vous ne pouvez même pas vous rattraper. Si vous êtes loueur de voitures, je vous mets 10 voitures dans votre société, vous ne les payez pas, je viens les récupérer. Là, vous ne pouvez pas récupérer le produit. Ça y est, sa vie économique s'est éteinte. C'est ce qui se passe. Donc, vous vous sentez endetté pour faire le produit. La télévision l'a diffusé. Elle a même généré peut-être de la pub en amont et en aval du programme. Et vous n'avez pas été payé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de règles. Ça, c'est des choses qui figurent dans un cahier des charges. Je suis commanditaire du programme, je paye tant à la commande, je paye tant à la diffusion, je paye tant à 90 ou 30 ou 90 jours après. Et c'est clair. Vous ne le faites pas, je vous attaque en justice. C'est les règles qui existent pour l'autre économie, celle des biens physiques. Alors, voilà. Je viens récupérer mon bien, ça va vite. Dans l'économie de service et donc d'édition de programme, c'est un peu... Alors, vous allez me le dire, puisqu'on entre dans le sujet par ce biais-là de la relation contractuelle qui permet à une activité de producteur d'exister, de fournisseur de programmes d'exister. Il paraîtrait qu'il y a des producteurs qui, dans les Mousselselet de Ramadan, donnent l'épisode la veille, à chaque fois, la veille, pour être sûr d'être payé. Ça serait fait avec Shorok notamment, Ashur Lacha, ce serait des épisodes qui arrivaient quasiment quelques heures avant la diffusion pour être sûr à chaque fois d'être payé. Ah non, ce n'est pas livré quelques heures avant d'être livré pour être payé, c'est livré parce qu'on est mal organisé. Pourquoi? Parce que personne n'est incapable en Algérie de donner un go en production 6, 7 mois, 1 an en avance comme ça se passe dans tous les pays. Tout le monde va attendre la fin de l'année fiscale précédente, bon, sachant que Ramadan se rapproche de 10 jours tous les ans. Donc, c'est maintenant qu'ils vont commencer à se bouger. Donc, il y a des productions de Ramadan qui vont se tourner peut-être 1 mois et demi, 2 mois avant Ramadan. Les chaînes, bon, on va attaquer là-dessus, mais les chaînes ne payent pas les programmes. Vous donnez le programme et en échange, elles vous donnent des espaces publicitaires. Premier Ramadan, ça passe. Deuxième Ramadan, ça passe. Bon, un producteur n'est pas une régie pub? En Algérie, si. En Algérie, on est tout ce qu'on veut ou on n'est rien quand ils veulent. C'est comme ça que ça marche. Quelqu'un qui produit des programmes va aller chercher les annonceurs qu'il va mettre sur ce programme. Ben oui, parce que l'annonceur, le sponsor, quand il va donner de l'argent, il va donner sa petite pub et c'est le producteur qui va la coller au programme. Il va donner une bêta prêt à diffuser, un prêt à diffuser. Il est sûr d'être payé par l'annonceur. La télévision, elle va agréger, elle fait que diffuser, elle prend un peu d'argent au passage quand on veut bien, mais le deal est comme ça. C'est-à-dire maintenant, on vend par appartement une télé. Ça, c'est très grave. Ça ne devrait pas être comme ça. Non. Une télévision achète ses programmes et commercialise son espace de pub. Pourquoi? Parce que normalement, l'État, qui sur cette question... Et sur d'autres aussi, est défaillant? Est absent. Absent parce que... par incompétence. Je pense qu'on n'a pas vu venir cette économie. Et au lieu d'anticiper, d'organiser, on est sur la défensive. Et donc, on se retrouve avec des passe-droits. Bref. Quand vous faites une télévision, vous dites à vos chaînes, très bien, je vous ouvre le marché. Comme la téléphonie. Il n'y a pas 18 opérateurs téléphoniques, il y en a 3. Très bien. En télévision, Gaël, je vous ouvre 5 chaînes, 10 chaînes, 12 chaînes. En échange, vous devez produire du contenu culturel, des séries, des films scientifiques, sur la santé, couvrir tout le territoire. Tout le territoire. Toutes les télévisions dont on entend parler, elles se disent algériennes, mais elles sont pour moi algéroises. Oui. En échange, je vous autorise à tant de minutes de pub par heure. Et c'est comme ça que l'équilibre se fait. Si vous ne répondez pas à ça, je vous réduis la pub, je peux réguler. Très bien. Ça ne se fait pas. Donc, qu'est-ce qui arrive? Si je prends l'exemple de Ramadan 2015, ils ont fait des programmes. À l'ouverture, tout le monde était enthousiaste. Allez, vas-y, on commence, vas-y, donne-moi tes programmes, tout va bien. Ce qui se passe depuis quelque temps, c'est qu'il y a une concurrence entre les chaînes sur l'audience qu'elle a sur le public pour bien se montrer auprès des autorités.
C'est-à-dire, regardez à combien d'Algériens je parle, donc je pèse. Donc on va acheter des programmes. Pour parler aux autorités ou pour parler aux annonceurs, aux marques? Non, c'est des autorités d'abord. Les annonceurs, c'est pour vous le dire clairement. Quand même, les annonceurs. Je suis Ourido, je suis Jay-Z, je suis mobiliste. Je vais regarder l'audience de telle chaîne avant de mettre acheter de l'espace. Alors, si c'était vrai, il y aurait une médiamétrie dans laquelle il y aurait les diffuseurs, les annonceurs et les producteurs. Elle existe, la médiamétrie. Elle n'est pas elle est pas fiable. efficace. Elle n'est pas fiable. La médiamétrie en télévision qui existe, c'est un pied d'argile. C'est-à-dire, on veut bien croire que c'est solide, mais ça ne l'est pas. Au regard des technologies, des sommes investies par les annonceurs, je considère que la médiamétrie en Algérie telle qu'elle existe n'est pas assez fiable, ne remonte pas assez d'indicateurs fiables. Point. Après, ils peuvent toujours disserter pendant des heures. Voilà. Bientôt, on va atteindre des coûts de production de standards internationaux, mais les indicateurs d'évaluation du travail fait ou de son impact ne l'est pas. Je vous parle de la partie financière, pas culturelle. Quand on est... On va parler un peu de l'aspect propriété des médias. Je finis juste une chose. Sûr. Donc, en 2015, on produit des programmes, il y a une surenchère. Le programme qui coûtait 10 en 2015 va en coûter 20. La chaîne ne peut pas le payer. Elle va vous donner de l'espace publicitaire, vous donner le programme, et vous, toute l'année, vous essayez de le commercialiser. Sauf que la chaîne, entre-temps, elle a besoin d'argent frais pour payer ses salaires. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va fabriquer de nouveaux espaces publicitaires. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des écrans qui peuvent faire 20 minutes. C'est incroyable. Ça, c'est comme si vous achetez un pack de lait dans lequel il y a la moitié, c'est de l'eau. Voilà. Ouais. Et là, vous appelez l'association de la répression des fraudes, ils interviennent. Sauf que nous, quand on va à la RAV, elle n'existe pas. Le ministère de la Communication, encore moins. Mais bon. Donc voilà. Le problème, il est. Donc là, on est dans une inflation d'espace publicitaire. Ajoutez à ça un autre paramètre important, les chaînes d'information dans ce pays, ou la chaîne d'information dans ce pays, dont le coût de production annuel est moindre. Une chaîne d'information coûte moins cher qu'une chaîne généraliste à faire. Oui. Très bien. Eh bien, elle a créé un dumping sur l'espace publicitaire. Aujourd'hui, sur une chaîne comme Nahak, je peux diffuser pour 5000 dinars un espace publicitaire. Oui. Première victime, ce n'est pas les chaînes entre elles. Première victime, c'est la presse écrite, qui, elle, a un agrément, elle a des équipes, elle a une histoire, elle est établie, qui, en plus de perdre en lecteurs attirés par la télévision, comment tu veux vendre ta page 200 ou 300 000 dinars quand l'autre vend des espaces à coût de 5 000 dinars le spot? Alors, ce que vous, Mehdi Ben Issa, producteur expert en audiovisuel, êtes en train de nous dire, c'est que le modèle viable dans le contexte algérien, c'est plutôt une chaîne low cost qui fait de l'information et pas une chaîne qui produit voilà, Al-Nahar ne va jamais pitcher pour essayer d'avoir les droits de télévision, les droits d'image du championnat de football ou produire des contenus culturels. Non, c'est pas son format éditorial. Elle a raison. Voilà. Oui. Si on est sur une chaîne d'information. Elle est, comment vous dire, elle fait au mieux des conditions qu'elle a. C'est pas à elle de décider, c'est le marché, c'est le législateur, c'est l'État qui décide. Alors, est-ce qu'il y a eu des erreurs d'investissement? Par exemple, pour revenir à cette affaire terrible et dramatique du producteur Youssouf Goussem dans son conflit avec ZRTV, est-ce que ZRTV s'est fait un positionnement de chaîne généraliste qui s'est trompé avec plusieurs canaux, plusieurs chaînes, donc de groupe TV? Est-ce que des hommes d'affaires comme Ali Haddad de THB peuvent se tromper à ce point, parce qu'on va en arriver à KBC, peuvent se tromper à ce point sur le positionnement de leur investissement dans l'audiovisuel? Et finalement, on arrivait à ne pas être bancable au bout de 4-5 ans. Alors, je n'ai pas les éléments pour décider qui est bancable ou pas. Ce que je peux en revanche dire, les investissements n'ont rien à voir avec les ressources qu'il y a eu en Algérie. Le marché algérien est captif sur 5 chaînes. Le peu d'investissement qu'il y a eu a été largement technique, l'investissement largement rentabilisé depuis les 10 glorieuses qui viennent de passer. Il y en a eu 2 ou 3 qui ont bénéficié à la télévision. Là, maintenant, ça c'est un peu la crise. Le gros problème qui est en train de s'opérer, c'est qu'ils n'ont pas trouvé la sortie. Les producteurs, aujourd'hui, ont pris l'habitude, pour certains d'entre eux, moi je suis en tant que responsable de Nesprod, je reçois tous les producteurs pour décider des programmes sur lesquels les différentes marques du groupe vont investir. Je reçois des programmes qui coûtaient, il y a 4 ans, 50 millions de dinars, qui ont coûté le Ramadan d'Apprend 70, et aujourd'hui, on a tout, pour certains, l'unité de mesure, c'est le 100 millions. Genre, les mecs viennent te parler de 80 millions de dinars, 100 millions de dinars, 200 millions de dinars, mais facilement. Je ne suis pas là pour dire, les gars, vous êtes en train de voler de l'argent. C'est pas ça. Je dis que le marché ne peut pas absorber des productions de cette valeur. Le marché. Parce que de l'autre côté, il ne génère pas des revenus ce niveau-là. Mais non. On dit un mot sur les revenus? Oui, c'est des revenus, des ressources publicitaires. Voilà. Alors, non. L'autre problème aussi. Il peut y avoir que cela.
Pour moi, c'est ça. La télévision payante en Algérie, c'est pas possible. Mais non, la télévision payante, c'est la chose la plus qui s'appuie le plus sur la législation. Or, nous, on est là-dessus, mais c'est une jungle. Donc, c'est mort. C'est-à-dire que, pour faire un peu d'histoire, il faut comprendre. Quand il y a la création de la télévision, les coûts de production étaient faramineux. La BBC, la British Broadcast Corporation, c'est-à-dire que les mecs, le gros problème de la télévision au départ, c'est qu'ils n'arrivaient pas à stocker et transporter le contenu. Donc tout se produisait en direct et se diffusait. Il y avait que les États qui pouvaient faire ça, sachant que la transmission se faisait par antenne terrestre. Donc déjà, le programme naissait au cœur du pays pour aller jusqu'aux frontières, quelque part. Vous voyez, essayez d'imaginer la chose comme ça. Les années avancent, on invente la cassette, donc maintenant on peut filmer et enregistrer. Avant, on filmait en Super 16 on peut broadcaster. Voilà, on broadcastait, on peut transporter le contenu et donc détacher le direct, ce qui a fait faire des économies et alléger les choses. Mais ça restait encore des États au sens législatif. Ensuite est apparu le satellite, qui était militaire, et on a donné toutes les fréquences sont militaires et on affecte certaines aux civils. On a pu faire les télévisions par satellite. Le but de ces télévisions est très simple. C'était dans le cadre de la guerre Est-Ouest, la guerre froide. Les télévisions de l'Europe de l'Est, des américaines non, dans une certaine mesure par la production de leur contenu, ont contribué à la fissure du mur de Berlin et au reste. Le même modèle s'est étendu aux pays du Golfe, qui étaient trop petits, trop fragiles face à leurs grands voisins saoudiens. Donc elles ont investi l'espace satellitaire pour exister et quelque part faire un grand travail diplomatique. Après, il s'agissait de filmer toutes les escarmouches qui pouvaient y arriver dans le pays arabe, sauf celles qu'il y a chez elles. Ça, c'est un autre problème. On y reviendra en 2012 là-dessus, si tu veux bien. Alors ça, c'est on va dire un changement, une évolution dans les modes de diffusion. Est-ce qu'en amont, la production a suivi une courbe d'inflation des coûts ou pas? Non. Dans ces pays-là, l'ouverture du paysage audiovisuel et la multiplication des chaînes de télévision s'est appuyée sur des réseaux publics forts. Pourquoi? Si vous prenez les chaînes françaises, elles étaient obligées de produire un certain nombre de programmes culturels, de cinéma, de télévision. Il y a toujours eu des accords entre la télévision et le cinéma pour le financement. Donc, tous ces contenus culturels se sont organisés pour ne jamais se cannibaliser. C'est ça qu'il n'y a pas eu chez nous. Nous, d'ailleurs, on a créé ces chaînes-là pour cannibaliser. Qui? Al Jazeera. En 2012, quand ces chaînes ont été lâchées, c'est d'abord pour détourner, suite au printemps arabe, qui ne nous a pas trop touchés, parce que le nôtre de 2011, il a commencé en 88, donc ça s'est vite calmé, mais les pouvoirs publics ont eu peur. Donc il fallait détourner l'attention d'Al Jazeera par des créations locales. Mais on ne pouvait pas ouvrir légalement, parce que peut-être que des gens avec qui on n'était pas d'accord dans le pays pouvaient aussi faire leur télé. Donc il y a eu une espèce de délit d'initié qui perdure. Alors, est-ce qu'on peut parler de démocratisation du broadcast dans les dernières années? La numérisation est le premier facteur de démocratisation des coûts. C'est-à-dire qu'une caméra qui coûtait 2-3 millions de francs à l'époque, aujourd'hui coûte 30 000 euros. Et le stockage, faire une télévision aujourd'hui, pour répondre à ta question, on peut faire une télévision avec 5 millions d'euros, correct. Très bien. À l'échelle de notre pays. Mais attention, faire une télévision, je parle des moyens. La télévision de KBC, c'était quand même plus ambitieux. Non, c'était plus ambitieux parce qu'on avait des acteurs déjà présents. Si j'avais commencé en 2012, j'aurais investi 5 millions, j'aurais grandi avec tout le monde. Là, il fallait que j'arrive avec des formes, proposer quelque chose de mieux, puisqu'il y avait déjà... Vous savez, l'intelligence, c'est qu'il ne faut pas attaquer les gens bêtement. En revanche, proposer quelque chose de meilleur et laisser venir vers vous. Donc, il ne faut pas... Nous, on a prévu un budget supérieur à l'époque, qui était de 12 millions à peu près. Il y en avait grosso modo 5 pour l'investissement matériel, 5 pour les programmes sur 3 ou 4 ans, et 2 en formation. La formation était 2 millions de dollars en formation? D'euros sur 3 ans, étalés sur plusieurs types. Hein. Voilà, parce qu'on a visé... La formation, parce qu'on ne trouve pas suffisamment les bonnes ressources techniques pour faire une télévision de qualité en Algérie? Ah, si, mais quelqu'un il y a des gens d'expérience. Mais si pendant 30 ans il fait la même chose, il a l'expérience de cette même chose. Or, la télévision, tous les ans, tous les 2 ans, les choses changent. L'actualisation de la formation est importante. Donc voilà pourquoi on a prévu ça. Et surtout, quand vous formez des gens, vous avez moins de monde. Dans Chour ou dans Nahar, vous avez, je sais pas moi, 600, 700 personnes. C'est énorme. Nous, on avait prévu à l'époque pour KBC, en tant que chaîne d'information, parce qu'on devait l'accès en chaîne d'information et Nest TV qui devait être une généraliste, les deux devaient travailler en symbiose. On avait prévu dans le business plan 329 personnes, chauffeurs compris, comme dirait l'autre.
Mais il y avait la formation permettait d'accélérer des choses. C'est-à-dire que tout ce qui ne se voit pas à l'écran, je n'ai pas à multiplier dans les couloirs. Alors, ça coûte combien la location d'un faisceau satellite, d'un canal satellite? Écoutez, pour que ce soit de bonne qualité, aujourd'hui, pour avoir de la HD, parce que là aussi, il n'y a aucune charge. Quand l'État va exiger une qualité de service vis-à-vis du consommateur, on devrait tous être en HD. En HD, vous allez prendre 6 mégas. 6 mégas, ça va vous coûter à peu près 6 000 euros x 6. Voilà. Il faut compter 40 000 euros pour avoir une bonne diffusion satellite de très bonne qualité. Sur une année? Par mois. D'accord, je voulais savoir parce que c'est 40 000 euros par mois. Donc il y a quand même, une barrière à l'entrée au niveau financier qui est sérieuse. Attends les gars, la télévision n'a jamais été un truc démocratique. Hein. J'aimerais bien faire une usine de sidérurgie si vous voulez, ou est-ce que je sais pas. Je vais aller voir mon banquier s'il veut me prêter. Alors question technique, le fait d'avoir maintenu ces télévisions-là dans le statut de bureau de marque étrangère, de télévision étrangère. Est-ce que ça génère un surcoût dans le mode de diffusion? On sait par exemple qu'on ne peut pas faire de direct. Alors, je ne peux pas vous estimer le coût politique et le coût sociétal de cette grande hypocrisie, mais un jour, on va se le recevoir dans Déjà, la gueule. les coûts financiers. Est-ce qu'il y a un coût financier? Alors, c'est très simple. Forcément, pourquoi je vais payer 40 000 euros par mois ou 30 000 euros par mois, alors que si TDA était disponible, je paierais ma fréquence peut-être 2 ou 3 millions de dinars avec une facture claire, tout intégré, normal, comme je paierais mon abonnement téléphonique. Ce que prévoit la loi d'ailleurs. Les lois prévoient beaucoup de choses. La réalité du terrain est tout autre. Et donc le modèle qui est prévu par la loi, ce serait que ces télévisions-là diffusent par satellite via TDA. C'est ce qu'un pays indépendant et normal devrait faire. Je ne vois pas pourquoi. Il faut comprendre l'aberration des choses. Vous savez ce qui se passe en télévision? Imaginons que tous les matins, les journaux étaient imprimés à l'étranger et rentrés par les frontières. Imaginez, là je vais vous donner un exemple très algérien, imaginez que les Algériens aillent en Europe, ramènent des voitures, ne payent pas de douane, ne payent pas de taxes, ils roulent avec des plaques étrangères. Voilà. C'est exactement ce qui se passe. Alors, on ne permet pas ça à l'ensemble des Algériens, mais on permet à 5-6 personnes de faire la même chose. Les chaînes offshore aujourd'hui, sont des chaînes étrangères. Parce qu'il faut bien comprendre, la production est une chose, c'est un peu le début de notre discussion, mais qu'est-ce qui est une télévision? Ce n'est pas la production. Être une télévision, c'est éditer. Les éditeurs de télévision sont étrangers. Ça veut dire que quand j'achète de la pub, je suis censé la payer en devise puisque la télévision est à l'étranger. Or, elle se fait en dinars. Ce même dinar ne tombe pas sur les chaînes de télévision. C'est des boîtes à droite et à gauche. Il y en a 3 ou 4 par télé qui font c'est des boîtes de médias, de com', qui reçoivent cet argent et ensuite elles payent les programmes. Quand vous récupérez le programme produit, vous le diffusez par Internet, c'est-à-dire vous l'exportez à l'étranger, les gars. Est-ce que tout le monde fait ça réellement? Parce qu'on a le sentiment qu'il y en a qui trichent, qu'il y en a qui diffusent directement qui se connectent sur leur satellite à partir d'ici. Parce qu'il y a tellement peu d'écart entre le moment où c'est produit et le moment où c'est diffusé que ça passe par Internet, par vélo, à la nage, par satellite, ça sort du pays pour nous revenir. Donc c'est une exportation. Que vaut ce programme? Il vaut son sponsor. Ça veut dire que si je prends l'ensemble des heures de programme par rapport au chiffre d'affaires, j'évalue l'exportation comme ça. C'est-à-dire que si je dis telle télévision a un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros, d'accord? Pour moi, elle a exporté 15 millions d'euros. Alors maintenant, ce que tu veux dire, c'est que ce qu'on envoie par satellite, ce n'est pas une transmission satellite, parce que ça serait super grave que des gens puissent envoyer un faisceau télévisuel direct. Il se dit que ça se fait. Hein. Alors, ce qui se dit, et je vais vous le dire, parce que je ne pense pas que... Mais on n'est pas là pour dénoncer cela, parce que nous, on est pour internaliser le processus. Moi, je suis pour internaliser immédiatement. Ça serait bien qu'on l'internalise, par exemple, pour les élections. Ce qui permettrait de codifier le temps de parole de l'ensemble des candidats, par exemple. Et là, ça serait un signal fort qui serait transmis à la mise aux normes de son grand n'importe quoi. Maintenant, ce qui est transmis par satellite, c'est de l'Internet. On envoie un signal Internet qui retombe au serveur. Ça peut se faire très vite, hein. Ça peut se faire très vite. Et ensuite, il est éclaté en signal télévisuel, diffusé et retombe sur les Algériens ensuite par satellite. Mais dans tous les cas, c'est une exportation. Oui. C'est tout. Donc la première mesure pour consolider l'écosystème, pour faire en sorte que les investisseurs soient confortés dans leur investissement, ce serait de permettre donc de faire de la diffusion ici et d'en finir avec ce statut de bureau de télévision étrangère. Écoutez, ça s'appelle sortir un cahier des charges. C'est un cahier des charges. 1, le satellite rentre. 2, tu passes par le satellite si tu t'engages à produire ceci, cela.
ceci n'entame en rien et ne réduira pas la liberté ni le combat pour la liberté de la presse. Je veux dire, arrêtez de nous croire que ce qu'il y a dans les journaux sera différent de ce qu'il y a dans les télévisions. Pourquoi on permet une liberté de ton qu'il y a dans les télévisions, dans les journaux, qu'on ne permet pas dans les télés? C'est vrai que ce n'est pas la même audience. C'est-à-dire quand Dilem fait un croquis ou quand il y a un article sur le Watan ou sur Liberté, les journaux francophones ou les Khabar, ça va toucher 300 000 personnes. Allez, une télévision, ça peut toucher 2 millions. C'est ça le fond du discours. C'est quelle audience devons-nous toucher? Oui, surtout avec des séances d'exorcisme, comme c'est revenu en ce moment. Oui, mais pour l'instant, il y a 4 millions de vues sur YouTube pour un format d'exorcisme. Oui, je comprends pas qu'on réagisse pas. Voilà, parce que ça peut. C'est-à-dire, si on nous interdit de faire les choses au nom de la stabilité du pays, je le dis haut et fort, c'est le genre d'émissions qui peuvent mener à une certaine instabilité. Ou quand, voilà, maintenant, appelez les sociologues, appelez les experts, vous aboutirez à la même conclusion. Donc, l'argument de la stabilité ne joue pas. C'est juste du délit d'initié et du passe-droit. Point barre. Voilà. Oui. Ils sont plus forts, on est faible, salam alaikum, on attend. Mahdi Benaïssa, est-ce qu'on peut encore gagner de l'argent sur des télévisions dans les prochaines années en Algérie? On doit gagner de l'argent. J'ai jamais vu une entreprise qui perd de l'argent. Sauf celle que je dirige. Mais bon. Mais sur la télévision, on a quand même le sentiment que c'est un modèle à la fois précarisé par le fait que ce soit... C'est quoi une télévision? Tu es en train de me dire une télévision perd de l'argent. Mais elles ont tout intérêt à perdre de l'argent facialement. Comment tu peux contrôler? Il y a ce que tu vois en haut à droite de ton écran, c'est des marques. C'est pas des entreprises. Quand je fais un chèque de publicité, je le fais pas à Nahak TV, à Shorour, Al Jazeera, Al Bilad ou notre petite dernière Numédia. Il est pas liblé à ce nom-là. Il est liblé à Biggie Yassine, les producteurs. Comment ça s'appelle? Nos Sens, Media Sens. C'est des boîtes de com qui récoltent, qui captent cette publicité et avec elles payent des programmes. Si un jour, je vous donne un exemple, c'est très simple. Si vous voulez attaquer une de ces télévisions, ça ne peut pas se faire. Bonjour monsieur le juge, j'ai été diffamé par telle chaîne qui existe en Algérie, je ne vais pas les reciter, sinon on va s'énerver, mais le juge te dit oui, mais attendez, laissez-moi voir, il n'y a pas ça chez nous. Donc si je veux les attaquer, il faut que j'aille à Strasbourg, ou que j'aille en France, ou que j'aille à Chypre, ou que j'aille à Dubaï, ou à Amman. On se comprend, comme dire d'autres. Mais là, tu vas les attaquer en tant qu'éditeur. Ça peut marcher. Mais est-ce qu'un citoyen lambda qui a été diffamé peut avoir les moyens d'aller lancer une procédure à 5 ou 6 000 euros là-bas? Non. Alors que moi, si je suis diffamé par le Watan, Liberté, le Khabar ou quelque journal que ce soit, je sais qu'il a un bureau, c'est écrit sur la première page de ce journal, et je prends mon huissier ou mon avocat, je dis écoute, t'as dit du mal de moi, l'autre il va te dire non, c'est la vérité, il y a un débat. Alors, on a bien compris que cette fragilité ou cette difficulté à faire décoller donc l'industrie de l'audiovisuel en Algérie, à travers la faiblesse des chaînes à programme, impacte l'amont, donc les producteurs, mais ça peut aussi impacter d'autres éléments. Moi, je pense notamment à l'industrie du spectacle, où l'exposition des spectacles n'est pas suffisante parce qu'on n'a pas une offre télévisuelle conséquente, et notamment du spectacle sportif. Les droits de football, de l'image du football en Algérie, il y a un monopole de l'NTV dessus, et il y a aujourd'hui pour la première fois il y a un conflit entre le détenteur de l'événement, la Ligue de football, et la télévision pour dire vous ne le payez pas assez. Est-ce que les télévisions privées sont en mesure de pitcher et de venir concurrencer la chaîne principale pour faire en sorte que ce spectacle devienne populaire? Parce que, je finis sur ça, la production des images de foot, il y a des grands matchs qui ne peuvent pas être filmés parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Dans un pays comme l'Algérie, en principe, une journée de football, on devrait voir la JSK, le MCA, le MCO, le CSC, les matchs de ces grands clubs, ils devraient tous être accessibles. On pourrait tous les regarder. Ce n'est pas le cas. Hassan, je te pose une question. Citez-moi les chaînes de télévision algériennes. On vient de citer les... Enfin, il n'y a pas de chaîne algérienne. Voilà. Merci beaucoup. Les autres sont des chaînes étrangères. La seule j'apprends pendant l'émission. Oui. Donc c'est très simple. La seule, sur son registre de commerce, je tiens à ce détail parce que c'est là-dessus qu'on m'a... Celle qui est une télévision, qui édite, c'est le NTV. Donc c'est la seule qui est en mesure de négocier avec ZRTV a acheté les droits de la deuxième division pendant une année et elle a abandonné ZRTV parce que les gens, qui est dans l'actualité avec cette affaire-là. Les gens ne savent pas. Le foot, c'est la chose la plus chère à filmer, à transmettre. Filmer un match de foot, tu n'y vas pas avec ton petit quart de caméra, il ne faut pas déconner quand même. C'est un quart régie pour filmer un match de foot, c'est 6 millions d'euros. Voilà, le NTV, elle en a aligné 5 ou 6.
Elle peut. Techniquement, elle peut. Maintenant, vous n'avez pas reproché à la NTV de pouvoir investir. Est-ce qu'il n'y a pas une réforme à faire avant? On sait pas. Ça s'appelle le cahier de charge. Oui, la réforme, d'avoir une boîte de production. Comme en France, le Tour de France n'est pas. En France 2 fait le Tour de France cycliste, mais la boîte qui tourne le Tour de France, c'est la boîte de production française, publique connue, qui a des moyens pour faire ce direct. D'accord. Mais c'est pas la chaîne à programme qui détient les moyens. Non, SN. France 2, pour prendre le Tour de France, est productrice du programme. L'autre boîte dont tu parles, qui est la SFP, feu SFP, mais il y en a plein. Ouais. D'ailleurs, je salue les amis qui filment en hélicoptère le Tour de France, c'est eux qui nous ont aidés à filmer le film Algérie vue du ciel. C'est un producteur exécutif. D'accord. Il fait ce que je lui demande, il me ramène sa facture et on est d'accord sur ce qui a été filmé. Et moi, France 2, je paye cash et je récupère de la pub. C'est tout. Il n'y a pas de producteur. C'est d'abord donner. Mais nous, on n'a pas cette organisation. En principe, on devrait détacher les moyens de l'NTV pour les rendre disponibles pour les autres, ceux qui peuvent les louer. Mais attendez, les gars, pourquoi le NTV va donner ces moyens qui font la différence? Elle a 3000 salariés, elle doit couvrir tout un pays qui est quand même, qui fait 2 millions de kilomètres. Tu vas dire, donne tes jouets à l'autre. Non, mais ça va pas, non? Déjà, je trouve qu'on a, par ce comportement-là, affaibli le NTV comme il n'est pas permis. Il n'est pas permis d'affaiblir la télévision publique au nom de petites chaînes. C'est-à-dire qu'en fait, on a laissé à l'ENTV les obligations entre guillemets de service public régalienne et les foyers de ressources fortes, on les a donnés au privé qui sont les jeux et tout. C'est n'importe quoi ce qui se passe là. C'est n'importe quoi. Enfin, on n'est quand même pas dans le scénario Algérie Télécom affaibli au moment où Jay est rentré. On n'est quand même pas là. Alors, tout le monde se souvient de ce scénario avec moi, j'étais pas encore rentré. mais là, mais je ne connais pas ce secteur-là. Oui, je parle là de par mon contre, secteur. on a quand même déshabillé Pierre pour habiller Paul. De toute façon, il y a toujours c'est toujours cette même phrase qui est de privatiser les bénéfices et mutualiser les coûts. Alors, peut-être pour finir, une prospective, Mehdi Benaïssa, est-ce que, parce que quand même, le décollage d'audiovisuel en Algérie arrive tellement tard, quand on compare avec l'offre, je ne parle même pas des radios privées sur les... Si on sait travailler, on peut rattraper le coup. Encore faut-il travailler. Mais là, depuis 2 ans, on a retiré un début de cahier de charge, on n'en a même pas discuté et il ne s'est rien passé. Rien. Ça veut dire que c'est celui qui existe. Je le dis encore une fois, c'est une affaire de délit d'initié. C'est la loi du plus fort. Je suis faible, j'attends. Ma question c'était, est-ce que la télévision, à force de tarder à s'organiser de façon virtueuse et moderne, est-ce qu'elle va pas être rattrapée par le deuxième écran? Est-ce que la télévision sur le web ne va pas venir encore plus chahuter le modèle qui n'arrive toujours pas à décoller chez nous et faire en sorte que, en fait, cette étape de la télévision classique par satellite ne va jamais réellement prospérer en Algérie? Alors, la télévision aura toujours une puissance dans le sens où vous avez un certain nombre de gens qui regardent un programme en même temps. Ça, c'est très important. C'est comme quand on va au spectacle et on regarde un spectacle et on est 500 ou 600 ensemble. Ça a un impact social. Ce qui n'est pas possible sur son terminal téléphonique. Voilà. Donc on est sur les smartphones, on est en audience cumulable et fractionnée. Bon, maintenant, n'oubliez jamais que tous ces smartphones ne sont qu'une déclinaison. Je vous donne un exemple. On parle du nouveau journalisme. C'est quoi un journal papier? Le papier n'est qu'un moyen de diffusion. La vraie valeur du journal, c'est son équipe de rédaction, la réflexion qui y est, la transmission entre les anciens et les nouveaux. C'est ça, c'est le foyer. Après que tu le déclines en version numérique, que tu le déclines en version papier, la version papier aujourd'hui est coûteuse parce qu'elle n'est pas très écologique en plus, il faut distribuer, alors que la même information passe. Mes amis du Monde, à l'époque numérique, ils étaient enfermés dans une petite salle et ils étaient 15 chats. Aujourd'hui, ils sont plus d'une soixantaine, ils ont une audience supérieure. Mais c'est toujours le foyer qui a fabriqué ce contenu, cette ligne éditoriale, cette réflexion. En télévision, aujourd'hui, chez nous, qu'est-ce qui est arrivé? On n'a pas de réflexion. On a des journalistes à l'écran qui ne sont pas unis, qui ne sont pas un syndicat, et leurs patrons leur disent ce qu'ils doivent dire ou ne pas dire. Ça, c'est un petit problème, voire même un grand. C'est le grand problème éditorial. D'accord. Donc, mais c'est aussi le cœur de la volonté qui a été faite depuis 2016. Ça veut dire quoi? On va prendre le problème à l'inverse, l'audience. Il y a quelque chose qui dit, mais on ne sait pas d'où elle vient, mais elle dit « Tu ne parleras point aux Algériens sans mon aval ». Alors que ce soit pour du cirque, du théâtre, on n'a pas. Vous parlez des spectacles. D'où l'intérêt du contournement par le web.
Mais c'est pas vrai. Le web, il contourne rien du tout. Le web, les gens disent, ah oui, je m'exprime et patati, je parle. Mais c'est pas vrai. Le web est un révélateur de la remontée des gens. DZ Joker, 10 millions de vues sur une vidéo qui clash justement cette chaîne si populaire et impopulaire à la fois qu'El Nahar, 10 millions de vues. Donc il est tout aussi puissant avec son clip que la chaîne elle-même. D'accord. Mais le problème, c'est quel est l'impact sur une action citoyenne? Les gens adhèrent à des Z-Jokers, à d'autres. Ok, d'accord. Ils sont dans leur truc, ils appuient sur j'aime. J'aime pas. Est-ce que ça les fait sortir dans la rue? Non. Est-ce que ça fait passer des lois? J'attends de voir. Mais s'il se passe quelque chose dans une télévision, les gens peuvent sortir dans la rue. L'influence de la télé reste supérieure. Voilà. Et des Z-Jokers, c'est un type qui regarde tout seul un programme. Et ensuite, il va en parler à son copain. La télévision, c'est 5-6 personnes dans un salon, par exemple, qui regardent le même programme. Ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'en télévision, il y ait une exposition générationnelle entre les anciens et les vieux. D'accord? Donc, quand tu regardes tout seul, la réaction n'est pas la même. Pour aujourd'hui, ça peut changer. Attention, les réseaux sociaux peuvent influencer. Un jour, ça va échapper au pouvoir public. Parce qu'on n'a pas maîtrisé les télévisions et le cahier des charges quant aux médias. Aujourd'hui, certains pensent qu'ils maîtrisent les réseaux sociaux, ça peut leur échapper. Dans l'investissement KBC avec Nesprod, il était prévu d'avoir une déclinaison web forte dans le business plan? Forcément, parce que puisque je produis un programme, je dois lui allonger sa vie au maximum. Une fois que le programme passe à la télévision, je fais une déclinaison web. Web, j'ai de la réaction des gens. Web, c'est YouTube? C'est juste Facebook? Non, on n'avait pas réfléchi à ça? Facebook, c'était une vraie plateforme de programmes à la demande que les gens peuvent consulter. On devait acheter d'autres programmes. Il y avait un vrai modèle. Pourquoi? Parce que le numérique de la télévision vous remonte de l'information. C'est-à-dire qu'il est générateur de contenu aussi. Mehdi Ben Issa, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin dans l'invité du direct. Merci. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.